Well, hello everyone. We are now 2:15, so I think we can start. Alors, il est 2h15. Nous allons recommencer avec le deuxième panel. Alors, il s'agit que des tactiques de la Chine et nous allons avoir David Walsh de l'Université de Waterloo et Lynette Hong de l'Université de Toronto. Alors, le docteur David Walsh, présentation tactique actuelle de la politique étrangère de la Chine, maire de Chine orientale, maire de Chine méridionale. Alors, David Walsh, chercheur de recherche universitaire à l'Université de Waterloo. Il enseigne à Wellesley School pour les affaires étrangères et coéditeur avec Tony Erskine et Stefano Luzini sur la théorie internationale. Son livre de 2005, Painful Choices et changement politique, est le gagnant d'un prix ISS pour le meilleur livre publié 2005-2006. Et son livre de 1993, c'est le livre gagnant du prix pour sa contribution au domaine. Monsieur David Walsh, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité de participer. Je veux tout d'abord commencer par souligner ce que signifie ce panel. Donc, il s'agit des tactiques étrangères de la politique. Alors, il faut distinguer stratégie et tactique. Alors, quand un État essaye de faire quoi que ce soit, bon, quiconque, habituellement, on a une stratégie à l'esprit, ce qui est la vision globale de comment nous allons arriver aux objectifs. Et ensuite, les tactiques. Les tactiques sont plutôt, bon, des actions locales, les réponses sur le terrain qui fait la promotion de la stratégie. Alors, si vous avez un État qui a des tactiques et des visions globales, vous pouvez comprendre les stratégies. Mais il y a des tactiques qui diffèrent en fonction de la situation qu'on essaie de gérer. Et c'est justement ce que nous voyons dans les points les plus importants en Asie et de l'Est. Et je vais me concentrer sur 3 points les plus importants. Bon, il s'agit aussi, bon, à la péninsule de la Corée. Bon, on n'aura pas assez de temps d'en discuter. Bon, et la Chine n'est pas un joueur principal dans ce cas, mais bon, elle est donc un joueur principal dans la région de la Taïwan. C'est là où on pourrait voir une guerre entre la Chine et les voisins. Bon, la Chine et les États-Unis, je dirais même que Taïwan, c'est le point le plus dangereux au monde. Si jamais il y a une troisième guerre mondiale à cause de la Russie et de l'intervention en Ukraine, bon, il se peut que ça pourrait se faire à Taïwan. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, commençons avec les tactiques et ensuite je vais parler un petit peu sur ce que cela dit de la stratégie chinoise. Prochaine diapositive. Commençons avec la mer de Chine orientale. Bon, la région vers à l'est de la Chine, du sud du Japon et au nord de Taïwan. Alors là, ici, la Chine participe à plusieurs disputes avec le Japon. Il y a 2 types de disputes. Il y a disputes maritimes, c'est-à-dire la Chine et le Japon sont en désaccord avec la délimitation de la mer, et aussi il y a une question de dispute de souveraineté. Cela comprend les îles Sentosa, qui sont des îles très petites, en pierre, tout près de Taïwan. Taïwan revendique les îles aussi. Alors, vous avez 3 pays en fait qui les revendiquent. 3 pays qui veulent avoir le titre de souveraineté de ces îles, mais ces îles sont occupées par le Japon depuis 1895, quand les États-Unis ont redonné la souveraineté au Japon de ces îles qui ont été occupées au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont redonné le contrôle opérationnel des îles Senkaku au Japon. Alors, c'est dans l'administration japonaise, mais ne sont pas habitées. Bon, il y a des pays qui ont des rivalités sur ces îles. Bon, ça me surprend parce que ce sont tout simplement des roches inutiles, mais c'est symbolique, en fait. La dispute maritime entre la Chine et le Japon suit les régulations. Bon, c'est une dispute sur qui devrait pouvoir exploiter
gaz naturel, un petit peu plus au nord des îles Senkaku. La Chine, c'est le seul pays qui exploite du pétrole dans la région. Alors, bon, ça, c'est pas un problème là. Ce qui est important, c'est cette dispute sur les îles Senkaku. Et cela a vu le devant donc en 2012 quand les nationalistes Shintaki Shanari au Japon, qui est un critique du Japon vis-à-vis de la Chine, croit que le gouvernement était trop doux par rapport aux droits japonais et a proposé d'acheter les îles Senkaku des propriétaires. Et tout le monde savait que s'il le faisait, il allait construire des bâtiments, mettre des gens là de façon permanente. Et bon, pour les Chinois qui revendiquent ces îles depuis longtemps, ça serait donc un drapeau rouge pour bon, ils ne répondraient certainement. Alors, cette proposition a donc déclenché une contre-offre du gouvernement central japonais d'acheter les îles des propriétaires privés. Alors, les îles ont été nationalisées. La Chine a vu que c'était une escalation dans les actions et ça a déclenché toute une activité. Alors, la réponse de la Chine vis-à-vis des manifestations violentes, de brûler des entreprises japonaises et des voitures japonais, bon, à cause de ce qui a été fait avec le territoire. Le gouvernement a répondu et a maintenu cette non-reconnaissance de la souveraineté japonaise dans une forme d'envoyer des bateaux dans les maritimes et bon, tout autour des îles Senkaku et d'avoir envoyé des avions dans l'espace aérien. Alors, prochaine diapo. Ici, vous voyez le montant de temps que les Japonais ont dû envoyer des avions combattants pour traiter des incursions chinoises. Prochaine diapo. Ici, vous voyez le montant de temps que les bateaux chinois se sont trouvés dans cette zone autour des îles Senkaku. Vous voyez qu'en 2012, c'était un point charnière. Bon, et vous allez aussi voir que cette activité constante des Chinois, bon, une fois qu'il y a une augmentation d'activité, ils n'ont pas continué. Ils n'ont pas non plus réduit leurs activités. Pour la plupart, bon, c'est ce que la Chine a fait. Elle a donc envoyé des signaux constamment qu'elle ne reconnaît pas la souveraineté japonaise sur les îles Senkaku en mettant au défi le côté maritime et aérien. Prochaine diapo. L'autre chose que la Chine a fait en 2013, c'était déclarer l'établissement de zones d'identification de défense aérienne que vous voyez ici en rouge. Ici, cela a causé donc une crise internationale parce que le monde a réagi en horreur et peur parce que la Chine voulait donc revendiquer sa compétence avec cette zone d'identification. Et cela a montré que personne comprend ce que c'est une zone d'identification aérienne. Bon, il n'y a pas d'implication de compétences pour bon, tout le monde, chaque pays peut déclarer une telle zone, peu importe. Ça ne leur donne pas de droit juridique. C'est tout simplement facile pour qu'ils puissent réduire le nombre de temps qu'ils doivent envoyer des avions pour identifier les intrants. Bon, alors, tout le contexte, c'est fascinant. Bon, c'est une initiative PLA de revendiquer la région. Alors, on était au courant que cela était une mauvaise chose à faire. Et bon, en tout cas, ça c'était en 2013. Et la Chine n'opère pas cette zone d'identification parce qu'ils n'ont pas la capacité. Et en fait, ils l'ont laissé de côté comme ça. Alors, voilà ce qui se passe pour ce qui est de la mer de Chine orientale. Alors, c'est donc des signaux constants qui ne courent pas de risque important de confrontation avec le Japon. Pourvu que le Japon ne fait pas plus d'envoyer des troupes ou des bâtiments sur les îles Senkaku. Alors, on croit que cela sera la normalité pour l'avenir. Prochaine diapositive. Parlons maintenant de la mer de Chine méridionale qui attire beaucoup plus d'attention régulièrement parce que c'est une situation beaucoup plus compliquée, beaucoup plus intéressante aussi. Prochaine diapo.
Voilà ici une carte de la région de la mer de Chine méridionale. En jaune, vous voyez tous les points territoriaux qui sont en dispute dans la région. Alors, les pays ne sont pas d'accord sur ces zones par rapport à quel pays a la souveraineté. Alors, la Chine revendique toutes les zones. Vietnam, quelques-unes, la Malaisie, quelques-unes. Alors, il y a un chevauchement de revendications de ces zones. Trois groupes importants ici dans le nord-est. Vous voyez les îles Paracel, bon, qui sont occupées par la Chine, revendiquées par le Vietnam. Les îles Spratly, cette collection d'îles en bas, bon, revendiquée par la Chine et par Taïwan. Et c'est Taïwan qui contrôle seulement une île, la meilleure, mais ils en ont une seulement. Bon, la Chine contrôle seulement 7, et les 7 ne sont pas de bonne qualité, en fait. Et en Malaisie et les Philippines, bon, contrôlent plusieurs de ces îles. Alors, c'est là où il y a eu beaucoup d'activités. Et ensuite, Scarborough Shoal, en haut à droite, ça aussi, c'est contesté par les Philippines et par la Chine. Prochaine diapo. Alors, pour comprendre qui est propriétaire et qui contrôle quoi, vous voyez tout ça ici. Alors, les îles Spratly sont, bon, c'est comme un méli-mélo de plusieurs pays qui occupent ces régions. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, si vous lisez un petit peu sur la mer de Chine méridionale, vous allez voir que il y a cette phrase commune que la Chine revendique presque toute la mer de Chine méridionale. En fait, ça, c'est techniquement pas vrai, parce que ce que la Chine a revendiqué, clairement, c'est la souveraineté territoriale sur les îles, les roches et aussi sur les berges. Mais ils ont pendant longtemps dit de façon ambiguë bon, qu'ils avaient revendiqué qu'ils étaient propriétaires de la région. Ça, c'est donc ce que les autres pays s'opposent. Alors, pour renforcer leur position par rapport aux îles Spratly, et, bon, les Chinois ont une campagne de construction des îles, les îles Spratly, en formant des postes militaires formidables avec, bon, de pouvoir accueillir des avions. Bon, les activités dans cette région a poussé le gouvernement des Philippines en 2012 de lancer une poursuite en vertu de la Cour internationale pénale de montrer que il n'y avait pas de compétences de la part de la Chine dans cette région. Alors voilà ici la salle juridique. Vous avez ici à gauche les Philippines et puis l'équipe juridique à droite en Chine parce que bon, il n'y a pas d'équipe là parce que la Chine ne voulait pas participer. Ils ont dit que c'était tout simplement un acte insensé. Alors ils n'ont pas participé au tribunal, mais ils ont fait cette erreur d'offrir trop de détails pourquoi ils ne voulaient pas participer. Et donc, cela a donné assez de matériaux pour recréer cette défense potentielle de la Chine. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La plupart des arguments portaient sur beaucoup d'une interprétation archaïne, bon, interprétation de la loi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour pour les titres, donner des maritimes? Bon, c'est très compliqué, mais le résultat très intéressant de ce qui a été décidé de la Cour, c'est qu'il n'y a pas d'île technique dans la région de mer de Chine méridionale. C'est tout simplement des roches et en vertu de la Convention de l'ONU, bon, c'est pas une zone exclusive. Alors, par conséquent, cela a donc miné toute possibilisation de revendication par la Chine de cette région. Même s'ils avaient une souveraineté de toutes les îles Spratly, leurs compétences iraient jusqu'à 12 milles nautiques. Alors, la plupart de la région de la mer de Chine méridionale serait des eaux internationales ou ça serait dans les zones des États, les Philippines, Brunei, Malaisie. Alors, la Chine n'a pas de droit
à cette zone économique là dans les alentours des îles Spratly. Alors ça, c'est normalement embarrassant pour la Chine. Et c'est intéressant de noter que le résultat le plus important de ce processus, c'est que tout d'un coup, la Chine a commencé à comporter d'une manière parce que, bon, le monde n'a même pas vu que, bon, il y a toujours ce narratif que, bon, la Chine est agressif et, bon, c'est un État séparé. Bon, la réponse des États-Unis, c'était de renforcer leurs opérations de navigation en envoyant des bateaux tout près des contrôles de la Chine, entre autres. Et cela vous montre ici les opérations que les Américains ont conduites depuis le début avec le président Obama. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Mais bon, la Chine, bon, n'a rien fait de mal ici, c'est-à-dire que ils ont arrêté de faire les choses qui ne sont pas cohérentes avec le tribunal d'arbitrage avec les Philippines. Bon, ils ont arrêté de parler de cette question de Nine Dash Line. Ils ont arrêté d'appliquer plus activement la juridiction de plus que 12 000 nautiques à partir des fonctionnalités revendiquées. Alors, ils savent qu'ils ont perdu. Ils savent que leurs revendications ne sont pas faisables et qu'en vertu de la Convention de l'ONU, on ne justifie pas leurs revendications qu'on croit là en Chine. Alors, mais les Chinois croient toujours que la Chine a des droits maritimes renforcés dans la région et on ne veut pas montrer qu'on a perdu là au tribunal, là où on n'a pas les droits que tout le monde en Chine croit qui existent. Alors là, c'est une situation très complexe, bon, avec une histoire très intéressante. Si dans le chat, si ça vous intéresse, je vais vous donner un lien à un article que j'ai publié avec mon collègue Mark Raymond, qui vous donne des détails en expliquant ce qui se passe et pourquoi. Bon, les gens ne s'en sont pas aperçus que la Chine est un citoyen beaucoup mieux qu'ils étaient par le passé. Bon, les gens ne s'en aperçoivent pas parce que la Chine essaye d'empêcher les autres pays de faire des choses qui montrent que la Chine a perdu. Alors, il y a beaucoup de signaux. Bon, on dirait beaucoup, mais vous allez recevoir certainement des menaces en coulisses qui se font, que la Chine pourrait réagir d'une mauvaise façon si les autres font autre chose comme l'exploitation du pétrole dans ces zones. Bon, ça mettrait les choses au clair aux Chinois que la Chine n'a pas de revendications ou compétences dans cette région. Alors, c'est une situation qui est d'équilibrage très sensible. Alors, c'est très intéressant et différent de ce qu'ils ont fait dans la région de la mer de Chine orientale. Ils ont une politique très claire et directe. Prochaine diapositive. Taïwan. Nous avons déjà entendu beaucoup parler du bon de Taïwan et je ne vais pas répéter tout ça. Prochaine diapo. Ça vous donne une idée où se trouve Taïwan, petite île tout près du continent de la Chine, mais assez loin que ça pourrait représenter un problème technique si jamais la Chine décide euh, d'envahir, même plus technique et difficile que la Deuxième Guerre mondiale. Les gens ont beaucoup parlé du fait que les États-Unis n'ont pas pu défendre Taïwan, mais je crois que les Taïwanais peuvent bien faire eux-mêmes. Et en partie, c'est parce qu'il n'y a pas de plage là, bon, et il n'y a pas de point d'atterrissage pour les Chinois. Bon, et ça serait donc d'utiliser l'infrastructure actuelle des ports pour que les troupes puissent y arriver. Bon, ça ne va pas se passer. Alors, on est encore une décennie à pouvoir avoir une menace possible. Et bon, la guerre en Ukraine nous montre que bon, les Chinois vont penser encore plus de cette viabilité d'une attaque ou une guerre à Taïwan, avec Taïwan. Alors, je suis d'accord avec Tom Christensen que Taïwan fait un bon travail
pour s'assurer que Taïwan ne franchit pas une ligne rouge qui pourrait forcer la Chine à agir vis-à-vis de Taïwan. Mais problème à long terme est toujours là. Prochaine diapo. Problème à long terme, c'est que les Taïwanais s'identifient de moins en moins comme Chinois. Alors voilà les sondages d'opinion en posant des questions aux Taïwanais. Comment est-ce que vous identifiez? Est-ce que vous êtes Taïwanais seulement? Vous êtes Chinois seulement? Ou est-ce que vous vous dites comme les deux? Alors, il y a une tendance claire qu'avec le temps, les Taïwanais vont arrêter de se dire chinois ou les deux, Taïwanais et Chinois, ils vont s'identifier tout simplement en tant que Taïwanais. Alors, ils ont perdu l'intérêt ici de respecter leurs revendications par le passé que le gouvernement de toute la Chine est à Taipei. Et c'est inévitable qu'à un certain point, les Taïwanais vont dire tout simplement, bon, ça ne nous intéresse pas d'avoir une connexion avec le continent. Alors, bon, elle a pu donc traiter de cette situation tout en empêchant une déclaration unilatérale d'indépendance qui pourrait déclencher une frappe de la Chine, tout en insistant que Taïwan est déjà un pays indépendant. Et ça, c'est écrit là sur le site web de la présidence. Alors, elle croit, c'est pas un secret. La plupart des décideurs croient que Taïwan, c'est un pays séparé. Et Taïwan fait un bon travail de pouvoir gérer les complicités des politiques mondiales tout en montrant que c'est un pays indépendant. Ils reçoivent de plus en plus de soutien des autres pays. La Chine n'aime pas tout cela. Et la Chine ne réagit pas de bien quand les États-Unis fait quoi que ce soit ou les fonctionnaires ou les responsables américains disent quelque chose qui ressemble à un soutien de l'indépendance de Taïwan. Et encore une fois, la réponse principale de la Chine déjà vue était donc des signaux militaires. Alors, ils ont envoyé des avions en formation, plusieurs types d'avions, tout près de Taïwan. Mais c'est intéressant de noter que ils n'ont jamais fait cela dans l'espace aérien de Taïwan. Ils ont seulement envoyé des avions dans la zone d'identification aérienne, comme j'ai noté plus tôt, n'est pas de compétence de quiconque. Alors ça, c'est un signal timide, tout en disant, bon, on est là, on n'aime pas ce que vous faites. Il faut faire attention par rapport à nos besoins, etc. Bon, il y a un argument plausible à présenter ici que bon, le public entendait ici de ces actions, c'est à Washington et non pas à Taipei. Alors, la présidente elle sait ce qu'elle fait. Bon, c'est pas clair que les décideurs en Amérique savent ce qu'ils font. Alors, facilement, on peut les voir qui vont peut-être franchir la ligne rouge. Alors, c'est justement ce qui se passe là du côté des tactiques. Bon, on fait preuve de prudence ici en faisant clair, en disant aux États-Unis, ou d'envoyer ce signal. Est-ce que tout cela est durable avec le long terme? Bon, peut-être pas. Xi Jinping a dit à plusieurs reprises, en fait, que le problème de Taïwan n'est pas une chose qui peut être remis. Et la patience de la Chine n'est pas infinie. Bon, ça, c'est bon, pas mal sombre. Bon, et je me préoccupe que la Chine, à un certain point, va décider que c'est maintenant ou jamais qu'on va régler les problèmes. Mais je crois aussi, comme Elisabeth a dit et qui a présenté dans le premier panel, que la montée de la Chine ne continue pas. Alors, je crois qu'on est arrivé à cette montée et qu'elle ne pourra pas être dans une meilleure position qu'elle l'est maintenant, qui pourrait donc les forcer à régler le problème maintenant au lieu d'attendre. Prochaine diapositive. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire, à part le fait que, bon, y a-t-il une stratégie plus globale? Je dirais que oui. Et je crois que la stratégie globale
c'est de s'assurer que les politiques internationales ne menacent pas cette règle du Parti démocratique en Chine. On veut que Xi Jinping reste au pouvoir et si vous voyez cela comme l'objectif du gouvernement, c'est logique de la part de la politique, des tactiques de la Chine, mais c'est aussi logique quand on pense au comportement domestique local de la Chine. Alors, il s'agit de cela. Alors, est-ce que le Parti des communistes va maintenir le pouvoir? Bon, ça serait une question intéressante s'il y a un échec par rapport à l'économie, s'il y a des problèmes avec la COVID. Bon, il y a un bon nombre de choses qui pourraient contribuer à des problèmes civils et pourraient donc toucher le régime. Mais on ne veut pas que les politiques internationales déclenchent des activités. Et c'est la façon dont on peut comprendre qu'est-ce qui se passe là actuellement. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. La docteure Lynette Ong. Quelle place occupe le Canada dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine? Alors, professeur des sciences politiques au département de l'Institut, spécialiste sur la Chine. Elle a beaucoup publié sur l'Inde et la Chine. Elle traite l'autoritarisme et le développement. Elle a la position de directrice Monk School et travaille sur le programme et une série de séminaires à l'Institut. Docteur Lynette Ong, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici. Alors, j'aimerais parler un petit peu de la place qu'occupe le Canada dans cette rivalité entre les États-Unis et la Chine. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous savons qu'il y a une compétition importante entre les États-Unis et la Chine dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce que cela veut dire par rapport à la compétition militaire. La Chine a augmenté ses dépenses sur le militaire au cours des 2 dernières décennies. Bon, on ne sait pas justement combien, mais c'est sans doute que au niveau militaire, la Chine est beaucoup plus puissante qu'elle l'était il y a une décennie. Et elle se prépare pour la guerre avec Taïwan et avec ses actions agressives dans la région de la mer de la Chine méridionale. Mais à part à la concurrence, il y a aussi une concurrence par rapport au domaine économique. Pendant longtemps, la Chine a eu cet avantage dans la main-d'œuvre. Et cela va de pair avec l'avantage des États-Unis, parce que les États-Unis ont plus de talent humain, plus de capital, et on peut investir davantage pour investir beaucoup plus. Mais depuis il y a 15 ans, la Chine a eu un avantage avec les voisins et cela a donc, la Chine a donc monté à l'échelle économique et elle a pu donc produire beaucoup plus de diplômés qui, fait du travail sur l'innovation technologique dans quelques domaines, pas chaque domaine, mais quelques domaines là où on peut copier la technologie de l'Occident pour améliorer la portée pour le marché. Alors, la dernière fois, les entreprises chinoises ont pu donc beaucoup fait ce travail, bien qu'ils sont pas ils n'ont pas une habilité de le faire par rapport à la recherche. Alors, il y a beaucoup plus de concurrence économique et avec la tension actuelle qui existe avec les deux pays, les États-Unis, a donc demandé à une entreprise TMC et d'autres entreprises de technologie de ne pas fournir des intrants qui vont dans la fabrication de produits technologiques en Chine. Alors, il y a beaucoup de tensions qui existent pour ce qui est de la coopération qui existe depuis très longtemps. Il y a aussi beaucoup de concurrence. Au Canada, on connaît très bien la situation de Huawei. Les États-Unis ont beaucoup dit sur Huawei parce que, aux États-Unis, il n'y a pas de
entreprise de concurrence pour la technologie 5G. Alors là-bas, on se préoccupe que la Chine va prendre le devant sur les États-Unis. Mais au final, il s'agit d'une compétition sur le système politique qui est supérieur. Et si c'est une question de démocratie, autocratie ou communisme, dans plusieurs façons, je crois que le débat porte sur quelles valeurs politiques, quel système politique, ultimement, importe pour produire un pays beaucoup plus puissant. Prochaine diapo. La politique chinoise étrangère. Alors, jusqu'à Jiang Zemin, et beaucoup de gens penseraient que même à travers l'administration de Hu Jintao, il fallait trouver ses forces et prendre son temps. Autrement dit, il fallait ne pas attirer trop l'attention vers soi parce qu'on était un pays en développement, concentrer les ressources, développer l'économie. Mais depuis 5 ou 6 ans, enfin, il y a eu un virage structurel et la Chine, sous ce nouveau président, est en train de vivre le rêve d'ambition chinoise. Et c'est un rêve de renouveau national, comme Tom Christensen a dit tout à l'heure. Et il s'agit ici de restaurer, redorer l'image de la Chine et la remettre à sa place historiquement. Je dis restaurer parce que il s'agit ici non seulement que la Chine rentre sur sa scène internationale pour la première fois, mais aussi sur son occupation. Certaines personnes pensent que s'il s'agit ici de son occupation, qu'elle retrouve sa place sur la scène mondiale. Alors, dans un sens, c'est une attitude de tout m'est dû que la Chine a, parce elle était autrefois un pays, ils étaient un pays très, très puissant. C'était un grand royaume et économiquement, c'est assez fort maintenant pour se retrouver dans cette nouvelle position. Alors, selon ça, nous avons vu cette diplomatie du loup guerrier qui n'est absolument pas diplomatique. Et pour voir comment ils interagissent avec les gouvernements étrangers et il n'y a rien de très diplomatique dans leur diplomatie. Alors, c'est vraiment une type de diplomatie, de positionnement qui est très agressif, c'est une manifestation en fait qui est le produit d'années d'humiliation de la dynastie Qing. Et donc, c'est un genre de complexe d'infériorité qui est vraiment présent et qui se manifeste dans cette diplomatie de loup guerrier qu'ils utilisent. L'autre élément à l'intérieur de cette politique chinoise est l'émergence de l'ultranationalisme. Et dans le sens que le Parti communiste chinois a vraiment joué avec le nationalisme et l'a utilisé comme outil pour justifier de nombreuses politiques parce que maintenant le nationalisme c'est une épée à double tranchant parce que c'est en fait en train de nuire au gouvernement parce que maintenant les mains du parti sont liées et s'il ne semble pas être assez fort et s'oppose contre les critiques, dans un sens, ils sont devenus un peu les victimes de leur propre succès. Et nous avons vu cela se passer dans de nombreuses instances, les politiques, les relations avec Taïwan, avec la Corée du Sud, le Japon et aussi respectivement au Canada. Sur les médias sociaux, beaucoup de citoyens du net ont demandé au gouvernement de faire la position canadienne bien ressentie.
Donc, nous avons beaucoup entendu parler de cette initiative Belt and Road et l'impact que ça pourrait avoir sur le Canada. Je pense que la Chine n'est peut-être pas aussi forte que les gens s'imaginent. Cette initiative est en fait une politique assez incohérente et décentralisée, dans le sens que c'est une analyse politique au niveau central, mais pour la programmation et la mise en application est fait au niveau décentralisé. Alors, ça, c'est les gouvernements provinciaux, ainsi qu'au niveau des entreprises et les entreprises qui appartiennent à l'État. Les banques de développement à l'intérieur de la Chine qui sont en train de faire des prêts, des financements aux compagnies qui sont en train d'investir à l'étranger. Tout ça, c'est pas coordonné d'un point de vue central. C'est absolument fragmenté. Donc, ce qu'on en a ici sont de nombreux acteurs qui sont là avec la route, la Belt and Road et une compagnie chinoise se comporte d'une certaine façon en Chine, pardon, en Afrique, mais va se comporter différemment en Malaisie. Et ça vous dit des choses très différentes au sujet de la Chine. Mais cette initiative est en fait qui est là parce que il y a une multiplicité d'acteurs et on voit à quel point ça fonctionne et à quel point la politique chinoise est fragmentée. Et il y a aussi eu beaucoup d'opposition de la part de différents pays, l'Australie, l'Afrique du Sud, jusqu'à un certain point le Canada et d'autres pays en Asie du Sud-Est. Alors, voici la Chine sous Xi Jinping. Alors, Xi Jinping, c'est vraiment un empereur pour la vie. Sous lui, il y a beaucoup de centralisation du pouvoir, de la politique, le pouvoir politique. La première chose qu'il a fait quand il est arrivé à son poste, c'est de lancer une campagne massive et ambitieuse de anticorruption pour nettoyer la bureaucratie. Mais aussi, le message était qu'il voulait enlever toute opposition à son pouvoir et son plan d'être président empereur à vie. Donc, il s'est débarrassé de beaucoup d'éléments opposants à l'intérieur de son propre parti et a misé sur la centralisation de l'économie. Il a réduit l'espace pour les entreprises privées et a fait un contrôle accru sur l'économie. Il a maîtrisé les géants de la technologie, les entrepreneurs privés et récemment, il a vraiment mis le grappin sur des géants tels que Alibaba. Les marques, quelles sont les marques chinoises que l'on connaît? Bon, Alibaba, Ponyma, de Weixin. Ce sont des grandes compagnies qui ont beaucoup réussi et qui ont été maîtrisées, contrôlées par l'État, par le Parti communiste chinois depuis un an et demi maintenant, parce que pendant longtemps, le gouvernement chinois a vu une grande valeur en ce que ces compagnies étaient en train de faire, y compris améliorer le contrôle social au nom du Parti communiste chinois et de l'État, mais ils ne font plus confiance au secteur privé. Alors maintenant, ils essayent de tout faire eux-mêmes parce qu'ils ne font plus confiance à leurs associés comme ils le faisaient auparavant. Donc, il y a eu une intensification de la répression sociétale par des moyens traditionnels, mais aussi par des moyens technologiques, tout particulièrement dans les régions de Hong Kong et Xinjiang. Je sais que vous avez beaucoup entendu déjà parler de ça, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Prochaine diapo. Je veux vous parler maintenant du livre, le livre que je viens juste de publier, ou enfin, qui va être publié prochainement, la semaine prochaine, en fait.
Et c'est un projet que j'ai commencé en 2011. Et en 2011, quand j'ai commencé à ce moment-là, la Chine était dans une position entièrement différente à maintenant. Et ma thèse centrale que je fais dans ce livre, c'est que la façon dont le Parti communiste engendre la répression. Bon, ils ont tout un appareil, ils ont la sécurité publique, ils ont la sécurité nationale. Mais ce que je dis, c'est que la raison pour laquelle la Chine est aussi puissante et ils ont un pouvoir tous les jours, la façon dont ils manifestent leur pouvoir tous les jours envers les Chinois par le biais du Parti communiste, c'est qu'ils peuvent en fait externaliser leur violence par des gangsters, et aussi par d'autres acteurs qui sont au niveau populaire. Et ce sont des gens anonymes. Ça pourrait être n'importe qui de la rue. Un Chinois de la rue, vous les prenez, cette personne qui n'a pas un travail salarié, qui n'est personne, mais qui veut bien vendre son muscle, veut bien se vendre pour de l'argent. On m'a dit que ça coûte à peu près 100 yuan par jour et ce projet va continuer pendant 2 mois, par exemple. Alors, le contexte empirique dans lequel j'étudie ceci, par exemple, les prises de terre et l'État, en fait, fait cette externalisation, cette coercition et embauche ces gangsters. Et ils les prennent des différentes mafias. Ce sont des mafias très, très organisées. Parce que il ne faut pas qu'ils deviennent trop puissants, évidemment, parce que ça pourrait poser un problème au pouvoir. Mais ce genre de gangsters indépendants sont en fait désorganisés. Ce sont des personnes lambda, mais qui sont en fait organisées, gangstérisées par l'État. Mais en fait, ils ne sont pas assez organisés par eux-mêmes et ils ne peuvent pas donc créer un syndicat de crime organisé. Aussi, il y a des volontaires, des bénévoles qui sont complètement indépendants de l'État, mais ils considèrent que de se donner à la communauté, c'est quelque chose qui contribue au bien social. Alors, moi, j'ai étudié les démolitions des logements, par exemple, et de comment ça fonctionne en mobilisant et l'État qui leur fait signer aux propriétaires des ordres pour démolir leur maison. Ça a été fait pendant le confinement. Imaginez comment la Chine arrive à avoir une politique zéro COVID depuis 2 ans et jusqu'à très récemment, en fait, et grâce au comité des résidents et aux bénévoles. C'est des personnes qui peuvent mobiliser pour, en fait, prendre des terres, prendre des appartements, démolir des appartements. Alors, en conclusion, où est-ce que le Canada rentre dans tout ça? Les États-Unis et la Chine sont dans une situation où ils sont complètement en rivalité l'un avec l'autre. Mais le Canada n'est pas en compétition avec la Chine, en tout cas pas directement. On est en compétition avec les valeurs et le système politique qui est fondamentalement incompatible avec la démocratie occidentale et le Canada fait partie de cela. Mais en ce qui concerne la technologie et la compétition technologique qui prennent beaucoup de largeur de bande d'un point de vue puissance, dans ce cas-là, le Canada est peut-être un petit peu plus complémentaire à la Chine. Dans certains domaines, il y a suffisamment de place pour avoir une coopération entre le Canada et la Chine. Donc, pour y aller logiquement à sa conclusion, la politique pour le Canada envers la Chine devrait être une de s'aligner avec les États-Unis dans les domaines où c'est compatible avec nos intérêts. Mais il s'agit aussi d'avoir une compétition sélective. Mais nous, on n'est pas en compétition avec les États-Unis dans tous les domaines.
ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis. Mais c'est important de reconnaître que la Chine d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Chine d'il y a 5 ans ou encore moins d'il y a 10 ans. Et depuis 20 ans maintenant, nous avons vu comment la politique envers la Chine a changé d'un côté à l'autre. On est allé de anti-Chine pendant les années Stephen Harper, même si par la suite, il a changé sa position. Donc, au début, Justin Trudeau était très amical envers la Chine et puis après ça, moins. Donc, ces polarisations ne sont pas utiles parce que la nature même des politiques chinoises a changé énormément depuis 10 ans et particulièrement depuis que Xi Jinping est là. La position du Canada envers la Chine doit se trouver dans le cadre d'une stratégie indo-pacifique. Et c'est la position que l'administration Biden a également prise. Ceci se passe parce qu'il y a 2 raisons à ceci. Premièrement, ni le Canada ni les États-Unis ne savent comment affronter la Chine directement. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les connaissances intelligentes en ce moment, en tout cas pas en ce moment, pour pouvoir les traiter avec eux. Mais la stratégie indo-pacifique, bon, il y a ces pays-là sont dans la cour arrière de Chine, sous l'alliance ASEAN. Donc, il faut bâtir des amitiés, des relations avec ces pays-là. On ne devrait pas les encercler exactement, mais on devrait se faire amis avec les voisins qui sont dans la cour arrière chinoise. Et c'est une façon plus efficace de traiter de la montée chinoise. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. Merci à tous les deux d'avoir été des nôtres et de nous avoir fait ces excellentes présentations. Maintenant, nous avons la période de questions. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Vous pouvez les mettre directement dans le chat et vous pouvez les adresser soit à tous les panélistes, soit à une seule personne. Alors, là, une question ici est pour le docteur Welch. Dites, vu que vous êtes un expert sur le Japon, est-ce que c'est là où le Canada peut aider? Est-ce que l'on peut s'aider nous-mêmes en copiant la stratégie japonaise? Bon, je ne me considère absolument pas un expert sur le Japon. Je fais attention de ne pas le faire d'ailleurs. Mais je suis peut-être un expert en matière de sécurité nationale. Bon, ceci étant dit, le Japon a décidé de se ranger du côté des États-Unis de façon non ambiguë et c'est quelque chose qui est considéré être positif et je crois que c'est la bonne chose à faire et la relation qui existe avec eux a été une pierre angulaire de la sécurité dans l'Asie du Sud-Est depuis le début. Et le Canada n'est pas un membre de l'Alliance américaine japonaise. Mais le Canada peut toutefois envoyer son signal d'appui de façon utile et c'est en fait quelque chose qui se fait par différents atouts militaires pour contenir la Corée du Nord et tant que le Canada s'aligne avec les États-Unis, je crois que c'est la contribution la plus utile que l'on peut faire. Les Japonais vont toujours laisser les Américains prendre le devant. Mais ils disent aussi de façon non ambiguë à la Chine par rapport à la Taïwan. Parce que ce qu'ils font au Taïwan, ils vont faire au Japon. Donc, c'est un peu une mantra. Et je crois que les Chinois ont compris que s'ils prennent des actions militaires contre Taïwan, cela voudra dire des actions militaires avec les États-Unis et le Japon d'une forme ou d'une autre. Et en fait, ça peut vraiment être un élément qui les décourage. Merci de cette réponse. Alors, une autre question pour Dr. Lynette Hong. Quelles sont les stratégies que l'on peut utiliser en tant que Canadien pour réagir à la diplomatie du loup guerrier, surtout en ligne?
Oh, je crois qu'on devrait simplement ignorer cette question complètement. On devrait, si on comprend la raison pour laquelle il se comporte comme il se comporte, cela vient en fait d'un sentiment profond d'infériorité. C'est un complexe d'infériorité. Donc, il, il faudrait qu'ils apprennent à se comporter diplomatiquement. Et la meilleure façon d'aborder un comportement comme ça, c'est de ne pas y prêter attention. Il ne faut pas les provoquer parce que ça va juste engendrer un cycle vicieux. Si on veut être intelligent, il faut réagir de façon très sélective et surtout pas devenir trop émotionnel. Eh bien, merci. J'ai aussi une question pour vous de ma part. Vous avez dit que Xi Jinping a vraiment, avec le Parti communiste, nuit au secteur privé. D'après vous, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Xi Jinping est tout simplement Xi Jinping. Ça, c'est quelqu'un c'est une opinion. Il est le fils d'un prince. Il est très, très, très ambitieux. Son père avait été aussi avec Mao pendant la révolution. Et il a passé ses années, son adolescence dans le Parti communiste. Pour lui, le communisme, c'est tout. Il est un produit pur du communisme. Il est produit du système et il fait partie du système. Donc, c'est quelqu'un qui... Bon, c'est une explication sur sa personnalité, mais une autre raison plus structurelle, c'est que, bon, si vous regardez la forme même de l'économie chinoise telle qu'elle est maintenant, et même si je vous dis qu'en fait, c'est vrai qu'elle a eu sa montée, elle a déjà atteint son sommet, mais l'économie chinoise est quand même en meilleure forme qu'elle était il y a quelques décennies. Donc, la taille de l'économie même, sa puissance même, a donné à son leader la confiance pour atteindre ses objectifs politiques. Les choses qui leur avaient été enlevées depuis la dynastie Liqing, c'est-à-dire le début des années 1900, les humiliations qu'ils ont subies, d'avoir cédé Hong Kong aux Britanniques, aux Portugais, toutes ces humiliations que les Chinois ont dû subir. Et maintenant, ils sont au stade où ils peuvent regagner ce qu'ils avaient perdu. Merci. Merci de cette réponse. Nous avons aussi une autre question pour les deux. Et vous pouvez tous y répondre. Nous savons que le Canada a besoin d'avoir plus d'ententes de commerce bilatéral avec d'autres pays pour pouvoir être en concurrence avec les États-Unis. Comment est-ce que l'on peut s'assurer d'avoir des politiques de défense nationale qui reflètent ce besoin économique dans notre PNB? Ça, c'est plus une question qui s'adresse au professeur Welch que moi. Moi, c'est une question intéressante. Les économies américaines et canadiennes sont en fait en symbiose. Donc, elles ne sont pas véritablement en concurrence l'une contre l'autre. Il y a une petite concurrence dans des secteurs précis, mais de façon générale, nous sommes ensemble. Les ententes commerciales, évidemment, ça améliore le commerce, ça peut donner des richesses et puis de stabilité, etc. Si c'est multilatéral ou bilatéral, n'est pas vraiment important. Le Canada a les deux types d'ententes commerciales depuis toujours. Mais ici, le CEPPC est une entente multilatérale. Je crois que le Canada s'en est bien tiré et on a bien reflété les intérêts canadiens. Mais notre politique en matière de défense n'a pas grand-chose à faire avec les ententes commerciales, mais les pays apprécient notre contribution en matière de sécurité. Le Canada
a peut-être, par contre, disparu des tables de sécurité dans la région. Nous avons en fait énervé certains pays parce que le Canada, ils étaient estimés que le Canada devait être un partenaire au complet pour avoir des concessions. Donc, je pense qu'on s'en est rendu compte finalement. On essaye de rentrer, on essaye de prendre des engagements plus robustes. Bon, sur les ententes commerciales bilatérales et multilatérales, je crois que le Canada devrait aller de l'avant et faire une entente avec Taïwan, une entente commerciale bilatérale et qui serait exactement dans le même genre de cette autre entente, le CETPP. Et si Taïwan signait cette entente à titre de partenaire au complet, bon, ça énerverait la Chine, mais mais si ça pouvait être établi, oui, on devrait le faire. Et puis, on devrait montrer au reste des partenaires comment s'y prendre. Et après ça, le Japon le ferait, et puis peut-être que tout le monde le ferait. Et puis, ça pourrait entraîner l'autonomie et le soutien à l'autonomie taïwanaise. Oui. Merci beaucoup de votre réponse et merci à tous deux d'avoir été des nôtres et nous avons été très heureux d'entendre votre expertise ainsi que les autres panélistes avant vous. Donc, nous concluons le panel numéro 2. Nous allons prendre une petite pause. Nous allons revenir à 3h30 pour le dernier panel. Merci beaucoup, Dr. Welch et Dr. Hong, d'avoir été des nôtres. Nous apprécions beaucoup vos conseils. Merci.